Imaginez-vous en pleine nuit, au milieu du Pacifique, à des centaines de kilomètres de toute terre. Le 30 juillet 1945. Vous êtes sur le pont du croiseur lourd USS Indianapolis, l'un des plus puissants navires de la flotte américaine. Il fait chaud, humide, l'air sent le sel et le fuel. La guerre est presque finie. Vous venez d'accomplir une mission secrète, transporter depuis San Francisco jusqu'à Tinian les composants de la bombe atomique qui va changer le monde à jamais. Little Boy, vous êtes fier, épuisé, impatient de rentrer. Demain, vous devez rejoindre le gros de la flotte pour les opérations finales contre le Japon. Et puis, à 00h15, 2 éclairs silencieux déchirent l'obscurité. 2 torpilles japonaises. La première frappe à l'arrière, sous la tour de contrôle. La seconde explose dans la salle des machines. En 12 minutes à peine, le navire de 12 000 tonnes chavire et disparaît dans les abysses. 900 hommes meurent instantanément ou sont piégés à l'intérieur. 890 survivants se retrouvent à la dérive dans un océan noir, sans radeau en nombre suffisant, sans eau potable, sans nourriture. Et dans ces eaux, à 18 degrés nord de l'équateur, des centaines de requins océaniques à pointe blanche commencent à sentir le sang, pendant 4 jours et 5 nuits, sous un soleil qui brûle la peau, dans une mer qui vous avale lentement. C'est l'histoire vraie des naufragés du USS Indianapolis, l'une des pires tragédies maritimes de tous les temps. Et l'une des plus injustes. Nous sommes en juillet 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin dans le Pacifique. Les États-Unis préparent l'invasion du Japon, baptisée Opération Downfall. Mais un projet secret, baptisé Manhattan, est sur le point de tout changer. La bombe atomique est prête. Ou presque. Les composants de la première bombe, Little Boy, doivent être acheminés le plus vite possible jusqu'à l'île de Tinian, base avancée des bombardiers B-29. Le choix du navire tombe sur l'USS Indianapolis, un croiseur lourd de la classe Portland, lancé en 1931, vétéran de plusieurs batailles majeures, Guadalcanal, les Philippines, Iwo Jima, Okinawa. Il vient de subir une longue révision à San Francisco. Il est rapide, armé de 9 canons de 203 mm capables de filer à plus de 32 nœuds. Mais surtout, il est disponible immédiatement. Le 16 juillet 1945, l'Indianapolis quitte San Francisco avec à son bord des caisses ultra secrètes. À l'intérieur, 2 bombes atomiques en pièces détachées, l'uranium-235 enrichi, le cœur de plutonium et les détonateurs. La mission est classée top secret. Même le capitaine Charles McVeigh III, commandant du navire, ne sait pas exactement ce qu'il transporte. Il reçoit simplement l'ordre de livrer ses caisses à Tinian par la route la plus directe et la plus rapide possible. Le 26 juillet, l'Indianapolis arrive à Tinian. Les caisses sont déchargées en quelques heures. Le navire reçoit alors de nouveaux ordres, rejoindre Leyte, aux Philippines, pour rejoindre la flotte d'invasion. Mais il doit le faire sans escorte. Aucune protection contre les sous-marins ennemis, aucune patrouille aérienne. Malgré les demandes répétées du capitaine McVeigh, qui sait que la zone est encore dangereuse malgré les récentes attaques de sous-marins japonais dans le secteur. Le 28 juillet, l'Indianapolis quitte Guam et met le cap sur Leyte. Vitesse moyenne, 17 nœuds, route zigzagante recommandée en cas de menace sous-marine. Mais cette nuit-là, le capitaine McVeigh ordonne de naviguer en ligne droite. La mer est calme, le ciel est dégagé, les vigies scrutent l'horizon. Personne ne soupçonne qu'un sous-marin japonais, l'I-58, patrouille dans cette zone depuis plusieurs jours. À 00h15, le 30 juillet, le commandant Mochitsura Hashimoto, à bord de l'I-58, repère la silhouette massive du croiseur. Il lance 6 torpilles, 2 touchent leur cible. Le navire commence à gîter immédiatement. Les lumières s'éteignent, les appels à l'abandon retentissent dans l'interphone. Certains hommes sont projetés par-dessus bord par l'explosion, d'autres sont coincés dans les compartiments inondés. Le radio tente d'envoyer un message SOS. Il n'y parvient pas. L'antenne est détruite. En 12 minutes, l'Indianapolis coule par l'arrière. Il disparaît dans un tourbillon d'écume et de débris. 900 hommes sont déjà morts. Les survivants, environ 890, se retrouvent dans l'eau noire. Certains portent des gilets de sauvetage. D'autres s'accrochent à des radeaux gonflables ou à des morceaux de bois flottants. Beaucoup sont blessés, brûlés, choqués. L'eau est à 26 degrés, mais la nuit est froide. Et l'océan est immense. Le capitaine McVeigh, qui a abandonné le navire en dernier, se retrouve à la dérive avec un groupe d'hommes. Il tente d'organiser les survivants. Il leur dit de rester groupés.
mais la mer les disperse rapidement. Dès les premières heures, les requins arrivent, pas un ou deux, des dizaines, des centaines peut-être. Des requins océaniques à pointe blanche, connus pour être particulièrement agressifs en eau profonde. Ils sentent le sang des blessés. Ils commencent à attaquer les corps des morts. Puis, très vite, les vivants. Les hommes hurlent. Certains prient, d'autres chantent pour se donner du courage. Le soleil se lève le 30 juillet. Il tape fort. La soif commence à dévorer les gorges. L'eau salée irrite les plaies. Les hallucinations apparaissent dès le 2e jour. Ce qui va suivre est l'histoire d'une survie inimaginable, d'héroïsme, de désespoir, de folie et d'une injustice qui dure encore aujourd'hui. Le 30 juillet 1945, 00h15. L'océan Pacifique est d'un calme plat, presque surnaturel. À bord de l'USS Indianapolis, la plupart des hommes dorment. Seuls les vigies et les officiers de quart sont éveillés. Le capitaine Charles McVeigh-Trey, dans sa cabine, se repose après une journée épuisante. Il a ordonné de naviguer en ligne droite cette nuit-là pour économiser du carburant et du temps. La mer est trop calme pour zigzaguer, pense-t-il. Erreur fatale. À 02h15, une vigie crie « Torpille à tribord !» Mais il est déjà trop tard. La première torpille, tirée par le sous-marin japonais I-58, commandé par Mochitsura Hashimoto, frappe l'avant du navire, juste sous la tour de contrôle. L'explosion déchire la coque et tue instantanément des dizaines d'hommes dans les compartiments avant. Moins d'1 minute plus tard, une seconde torpille atteint la salle des machines arrière. L'Indianapolis est coupée en 2 secteurs vitaux, propulsion et électricité. Les lumières s'éteignent. Le navire commence à gîter fortement sur tribord. Dans les coursives, c'est le chaos. Les hommes sont projetés contre les cloisons. Certains, réveillés en sursaut, enfilent leur gilet de sauvetage à l'aveuglette dans le noir. D'autres sont piégés dans les infirmeries, les soutes, les chambres des machines inondées. Le commandant en second, le commandant Stanley Lipsky, tente de gagner la passerelle mais il est emporté par une vague d'eau salée. Le capitaine McVeigh monte sur le pont en courant. Il ordonne immédiatement l'abandon du navire. Abandonnez le navire, abandonnez le navire. L'ordre est répété dans les haut-parleurs qui fonctionnent encore. Mais beaucoup d'hommes n'entendent rien. Le navire gîte à plus de 30 degrés. Les radeaux de sauvetage gonflables sont inaccessibles pour la plupart. Seuls quelques radeaux type Carlet en bois et toile sont mis à l'eau. La plupart des survivants sautent à la mer depuis le pont incliné ou sont éjectés par les explosions secondaires. À 00h27, 12 minutes après la première torpille, l'Indianapolis disparaît sous la surface. Il coule par l'arrière en créant un énorme tourbillon qui aspire des dizaines d'hommes dans les profondeurs. Le bruit est assourdissant, métal qui se déchire, bulles d'air qui explosent, cris étouffés, puis le silence. Un silence de mort. Environ 890 hommes flottent maintenant dans l'océan. La température de l'eau est de 26 à 28 degrés Celsius, chaude, mais pas assez pour empêcher l'hypothermie à long terme. Beaucoup portent des gilets de sauvetage MK1 en liège étoile qui les maintiennent à la surface, mais qui leur mordent le cou et les aisselles. D'autres n'en ont pas. Ils s'accrochent à des bidons d'essence, à des planches, à des corps inertes. Le capitaine McVeigh se retrouve avec un petit groupe d'officiers et de marins. Il tente de rassembler les hommes. « Restez groupés, ne buvez pas d'eau de mer, nous allons être secourus bientôt. » Mais la mer les disperse rapidement. Les courants et les vagues les séparent en petits groupes. Certains flottent seuls, d'autres en cercles de 10 ou 20. Les radeaux sont rares, seulement une dizaine sont mis à l'eau avec succès. Sur l'un d'eux, le quartier-maître Granville-Crane et quelques hommes parviennent à s'installer. Ils ont une petite radio portable, mais elle est endommagée par l'eau salée. Dès les premières heures, les requins arrivent. Ce sont principalement des requins océaniques à pointe blanche, Carcharinus longimanus, connus pour leur agressivité en haute mer et leur attirance pour le sang. Ils ne sont pas énormes, 2 à 3 mètres en moyenne, mais ils sont nombreux, des centaines, peut-être des milliers dans cette zone. Ils commencent par les corps des morts, flottant à la surface. Puis, ils s'attaquent aux blessés. Les hommes entendent les dents claquer. Ils sentent les frottements contre leurs jambes. Les attaques sont soudaines. Un requin passe en dessous, tourne autour, puis frappe d'un coup sec. Le quartier-maître Lowell Dean Cox, l'un des survivants, racontera plus tard « Il venait par en dessous. On ne les voyait pas arriver. Un homme criait, puis il disparaissait. On voyait juste l'eau se teinter de rouge autour de lui.
Le premier jour, le 30 juillet, le soleil se lève. Il fait 35 degrés à l'ombre. La déshydratation commence. Les hommes ont soif. Certains boivent de l'eau de mer malgré les ordres. Ils vomissent, délirent. Les plaies s'infectent rapidement. Le fuel qui flotte à la surface irrite la peau et les yeux. Les hommes se couvrent la tête avec des chemises pour se protéger du soleil. Le deuxième jour, la folie s'installe. Certains voient des bateaux au loin. D'autres entendent des voix qui leur disent de nager vers une île. Beaucoup abandonnent les radeaux et se mettent à nager dans la mauvaise direction. Ils disparaissent. Le 31 juillet, troisième jour. Les requins sont maintenant audacieux. Ils attaquent en meute. Les survivants les plus lucides forment des cercles dos à dos dans l'eau, les pieds vers l'extérieur pour repousser les requins à coups de pied. Mais ça ne dure pas. La fatigue les gagne. Un homme, le matelot de première classe Harlan Twibble, organise un groupe sur un radeau. Il chante des chansons, prie, raconte des blagues pour garder le moral. Pendant ce temps, personne ne sait que le navire a coulé. Le message SOS n'est jamais parti. Le quartier général de la marine à Guam et à Leyte ne s'inquiète pas encore. Le navire était censé arriver à Leyte le 31 juillet. Quand il ne se présente pas, on pense d'abord à un retard. Personne ne lance de recherches immédiates. Le 1er août, quatrième jour. La soif est insupportable. Certains hommes boivent leur urine. D'autres boivent l'eau de pluie quand une averse passe. Mais elle est rare. Les requins attaquent sans relâche. Les corps flottent partout. Les survivants les repoussent avec des débris pour nourrir les requins et les éloigner des vivants. C'est aussi le jour où un pilote de la marine américaine, le lieutenant Adrian Marks, repère par hasard un groupe de survivants depuis son avion amphibie PBY Catalina. Il voit des silhouettes dans l'eau, des éclats de lumière sur les gilets. Il atterrit sur l'eau, malgré les vagues, et commence à recueillir les hommes. Son avion est surchargé. Il en sauve 56. Mais il envoie des centaines d'autres. Il envoie un message radio. Des centaines d'hommes à la dérive. Envoyez de l'aide immédiatement. Enfin, l'alarme est donnée. Le 2 août 1945, 5e jour à la dérive. Le soleil est au zénith, impitoyable. Les survivants sont méconnaissables. Peau noircie par le fuel et le soleil, lèvres gonflées, yeux enfoncés. Beaucoup ne parlent plus. Les requins tournent en cercle serré, presque nonchalants. Ils savent que le temps joue pour eux. Mais ce jour-là, tout change. Vers midi, un avion de patrouille amphibie PBY Catalina, piloté par le lieutenant Wilbur Gwynn, repère des éclats dans l'eau. Il descend pour vérifier. Il voit des dizaines, puis des centaines de silhouettes flottantes. Il envoie immédiatement un message radio. Des centaines d'hommes à la dérive, naufragés du USS Indianapolis. Envoyez secours immédiat. Quelques heures plus tard, un autre pilote, le lieutenant Adrian Marks, reçoit l'ordre de se rendre sur zone. Il décolle de Peleliu avec son équipage. En survolant la zone, il voit l'horreur. Des corps gonflés, des requins qui attaquent, des hommes qui agitent faiblement les bras. Marks prend une décision héroïque. Malgré les vagues de 2 mètres et le risque de crash, il pose son PBI sur l'eau. L'avion n'est pas conçu pour ça, il risque de couler, mais il le fait. Pendant les heures suivantes, Marks et son équipage hissent à bord 56 survivants. Ils les font entrer par les hublots, les portent sur les ailes, les entassent dans la cabine. L'avion est surchargé, il ne peut plus décoller. Marks décide de rester à la surface, moteur éteint, jusqu'à l'arrivée des secours. Son avion devient un radeau flottant au milieu des requins. Il sauve 56 vies et en voyant les autres autour, il hurle dans la radio. « Il y en a encore des centaines, dépêchez-vous !» Pendant ce temps, d'autres avions lâchent des radeaux gonflables, des bidons d'eau et des rations. Mais beaucoup de ces colis tombent trop loin. Certains survivants nagent pour les récupérer, malgré les requins. D'autres, trop faibles, regardent les secours passer au-dessus d'eux sans pouvoir les atteindre. Les destroyers arrivent enfin dans la soirée du 2 août. Le USS Cecil G. Doyle est le premier sur place. Son commandant, le capitaine William Graham Claytor, ordonne de tout faire pour sauver les hommes. Les projecteurs éclairent la mer. Les marins du Doyle plongent à l'eau pour ramener les survivants, malgré les requins. Ils attachent des cordes autour des corps pour les hisser à bord. Certains survivants, délirants, refusent d'être sauvés. Ils croient que c'est un mirage. Le capitaine Claytor racontera plus tard « On a vu des hommes qui flottaient depuis des jours. Certains étaient fous. D'autres nous suppliaient de les laisser mourir. » Au total, sur les 890 survivants initiaux, seulement 316 sont repêchés vivants.
4 autres meurent à bord des navires ou des avions dans les jours suivants. Le bilan final, 575 morts par noyade, explosion ou requin. C'est le plus grand nombre de pertes pour un seul navire dans l'histoire de la marine américaine et la pire attaque de requins jamais enregistrée. Parmi les anecdotes les plus marquantes, le chapelain Thomas Conway, officier catholique du bord. Il passe les 4 jours à prier avec les hommes, à les réconforter, à administrer les derniers sacrements. Il refuse de monter sur un radeau pour laisser la place aux blessés. Il meurt le 4e jour, épuisé, déshydraté, mais entouré d'hommes qu'il a soutenus jusqu'au bout. Le matelot de première classe L.D. Cox, qui racontera avoir vu un requin emporter son meilleur ami sous ses yeux. Il a nagé pendant des heures avec un bras blessé, en chantant des chansons de marins pour ne pas devenir fou. Le capitaine McVeigh, retrouvé sur un radeau avec une douzaine d'hommes. Il est l'un des derniers à être hissé à bord. Il refuse de monter tant que tous ces hommes ne sont pas sauvés. Il est en état de choc profond. Granville Crane, qui, avec un petit groupe, parvient à garder un radeau à flot. Ils capturent de l'eau de pluie dans des casques. Ils mangent des biscuits flottants. Ils survivent en se racontant des histoires de chez eux. Un fait insolite. Certains hommes, dans leur délire, croient voir des navires ennemis venir les sauver. D'autres jurent avoir vu des sirènes ou des îles paradisiaques. La déshydratation et l'insolation provoquent des hallucinations collectives. Un autre élément surprenant. Les requins ne sont pas tous des mangeurs d'hommes, classiques. Les océaniques à pointe blanche sont opportunistes. Ils préfèrent les corps déjà morts. Mais quand la nourriture manque, ils deviennent audacieux. Des survivants ont décrit des requins qui tapaient, comme des chiens, en mordant puis en reculant pour tester. Après le sauvetage, les survivants sont emmenés à l'hôpital de Guam. Beaucoup souffrent de gangrène, d'infections graves, de traumatismes psychologiques. Certains ne parlent plus pendant des semaines. Le capitaine McVeigh est interrogé dès son arrivée. Il est accusé d'avoir causé le naufrage par négligence, pour ne pas avoir zigzagué cette nuit-là malgré les ordres généraux. Il est jugé en cour martiale en décembre 1945. Il est condamné, bien que le jury reconnaisse que la mission était risquée et que l'absence d'escorte était une erreur majeure. McVeigh devient le seul commandant de navire américain condamné par cour martiale pour la perte de son bâtiment en temps de guerre. Il porte ce poids jusqu'à sa mort en 1968, où il se donne la mort. Des décennies plus tard, en 2000, grâce aux efforts de Hunter Scott, un jeune garçon de 12 ans qui fait un exposé scolaire sur le sujet, et du Congrès, le président Clinton signe une résolution qui exonère McVeigh de toute faute. La cour martiale est reconnue comme injuste. Aujourd'hui, les survivants et leurs familles continuent de se battre pour que l'histoire soit racontée. Le naufrage de l'Indianapolis reste une tragédie oubliée, éclipsée par Hiroshima et Nagasaki, qui ont eu lieu quelques jours plus tard. Le 2 août 1945, les destroyers et les avions de secours ramènent les derniers survivants à Guam. Sur les 1195 hommes à bord de l'USS Indianapolis au moment du naufrage, seuls 316 rentrent vivants. La perte est colossale, 574 morts, sans compter les 900 qui ont péri dans les premières minutes du naufrage. C'est la plus grande perte humaine pour un seul navire dans l'histoire de la marine américaine. Et la plus grande attaque de requins documentée de tous les temps. Les survivants sont hospitalisés dans un état effroyable. Peau brûlée au 3e degré par le soleil et le fioul. Infection, gangrène, traumatisme crânien dû aux explosions. Beaucoup souffrent de troubles post-traumatiques sévères, cauchemars récurrents, phobie de l'eau, insomnie chronique. Certains ne remettront jamais les pieds sur un bateau. D'autres, comme le quartier-maître Lowell Dean Cox, passeront le reste de leur vie à raconter leur histoire dans les écoles et les musées pour que personne n'oublie. La marine américaine lance une enquête immédiate. Le capitaine Charles McVeigh III est traduit en cour martiale dès décembre 1945. Les chefs d'accusation, avoir échoué à zigzaguer pendant la nuit du 29 au 30 juillet, malgré les instructions générales de la marine. Avoir négligé de maintenir une vigilance suffisante contre les sous-marins ennemis. McVeigh est jugé coupable sur le premier point. Il devient le seul commandant de navire américain condamné par cour martiale pour la perte de son bâtiment en temps de guerre. Il est réprimandé, rétrogradé et mis à la retraite forcée en 1949. Le verdict est controversé dès le début. Plusieurs amiraux témoignent en sa faveur, affirmant que zigzaguer n'aurait rien changé. Le commandant japonais Hashimoto, qui a coulé le navire, témoigne même, par lettre, que le zigzag n'aurait pas empêché le tir.
des erreurs de communication majeures sont révélées. Le Centre de contrôle des opérations navales, CINSPAC, n'a jamais été informé du retard du navire. Aucune escorte n'a été fournie, malgré les demandes de McVeigh, alors que la zone était connue pour être infestée de sous-marins japonais. Le message de naufrage n'a jamais été reçu, car l'antenne a été détruite dès la première explosion. Malgré tout, McVeigh porte la culpabilité seul. Il reçoit des lettres d'insultes et de menaces pendant des décennies. En 1968, à 70 ans, rongé par la dépression, il met fin à ses jours avec son revolver de service. Sa famille et les survivants n'ont jamais accepté le verdict. Les théories et controverses persistent encore aujourd'hui. Théorie 1. La marine a voulu un bouc émissaire. La perte de l'Indianapolis était embarrassante pour l'US Navy, surtout à quelques jours de la capitulation japonaise. Un commandant fautif permettait de détourner l'attention des erreurs systémiques. Absence d'escorte, mauvaise coordination des communications, sous-estimation des menaces sous-marines. Théorie 2. La mission atomique a joué un rôle. La mission secrète de transport de la bombe a été classée top secret. Certains survivants croient que le navire a été envoyé sans escorte pour éviter d'attirer l'attention. Mais aucune preuve concrète n'était cette idée. Théorie 3. Le sous-marin japonais a été aidé par des renseignements. Hashimoto a déclaré avoir repéré le navire grâce à un coup de chance. Mais des historiens spéculent sur des fuites possibles via des codes japonais décryptés par les alliés, Ultra Magic, qui n'ont pas été partagés à temps.